La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous. Bon, Ah, bonjour à tous. bienvenue sur ce webinaire sur Ansible. On va patienter juste quelques secondes le temps que tout le monde arrive. On va commencer. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez répondre via la fenêtre des questions ou du chat pour nous dire OK, apparemment on nous entend. Donc, bienvenue à tous sur ce webinaire avec Yannick Perret. Je vais vous laisser vous présenter. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes de son. Et bon webinaire. Bonjour, donc Yannick Perret. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'Ansible et donc toute la thématique qui tourne autour des déploiements d'applications avec Ansible. On reviendra un petit peu sur ce qui a été fait, ce qui a été décrit dans le bouquin. Et on prendra un petit peu de temps pour voir comment on peut se servir justement de ce travail qui a été fait pour le déploiement des applications et ensuite voir comment on peut s'en resservir pour d'autres aspects du cycle de vie des applications. Alors, en premier lieu, ce qu'on va faire, on va quand même parler un petit peu de l'origine du besoin d'Ansible, enfin de l'utilisation d'Ansible, et notamment sur un aspect sur le pourquoi de l'augmentation et donc de la nécessité de devoir mieux gérer ces installations et augmenter cette capacité à déployer. Donc, il faut savoir que depuis maintenant quelques temps, en entreprise, on introduit de plus en plus des notions d'agilité en termes de développement et d'installation, enfin de développement d'applications. Et donc, ce genre de méthode va avoir comme conséquence d'augmenter un nombre de livraisons, enfin d'augmenter la fréquence des livraisons, puisque comme on le voit, par exemple, si on prend le cas d'un sprint classique, on va se retrouver avec des livrables qui vont être prêts par itération toutes les 2 à 4 semaines. Donc, si vous n'êtes pas en mesure, pendant ces 2 à 4 semaines, de faire d'installation dans le temps imparti, finalement, vous perdez un petit peu cet intérêt de l'agilité. Alors, avant d'avoir des produits comme Ansible, il y avait certaines solutions qui pouvaient consister, par exemple, à essayer de scripter le déploiement en introduisant différentes méthodologies, comme par exemple l'intégration continue ou le déploiement continu. C'est-à-dire qu'en gros, on essayait de piloter complètement nos installations sur des environnements existants et à devoir scripter toutes les phases d'installation sur la recette, sur la pré-production et production. Alors, le problème, c'est que finalement, ce mécanisme d'intégration et de déploiement continu ne va pas vous aider sur la gestion de vos environnements. C'est-à-dire que l'environnement que vous allez avoir, il va toujours rester long à créer. Et vous avez aussi le risque, c'est que avec le temps, et donc l'augmentation des capacités de livraison du fait des méthodes agiles, vous allez sûrement avoir une augmentation du nombre d'environnements à faire. Et comme on peut le constater, c'est quelque chose qui est difficile à faire puisque on va devoir gérer donc ces environnements à la main. Il y a aussi d'autres aspects un peu qui peuvent être embêtants, c'est par exemple si vous devez gérer un changement de version, par exemple, sur un de vos middleware, par exemple, vous avez besoin de mettre à jour votre version de Java sur votre stack applicative, et ben, il va falloir le faire sur tous vos environnements. Enfin, il y a un autre aspect qui est souvent qui est un petit peu mis en arrière-plan, c'est tout ce qui est mis en place de l'exploitation. Alors, il faut comprendre pourquoi c'est si long de mettre à disposition, pourquoi c'était si long de mettre à disposition donc un environnement. Parce
Il faut savoir que quand on fait des gestes manuels, ben, ça va vous prendre du temps à devoir dérouler une documentation, la lire, vous l'accaparer, et donc le traduire en geste sur votre serveur. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous connectiez à votre serveur et que vous dérouliez toutes les opérations sans en oublier. Alors, comme on explique, donc on peut faire appel à de la documentation pour faire ça, mais le problème, c'est qu'en plus de ça, la documentation, tout le monde l'a déjà vécu, la documentation n'est pas tout. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des choses qui ne sont pas forcément toujours très claires ou qui ont besoin d'être détaillées dans certains cas, mais pas dans d'autres. Il va se présenter aussi le problème de l'uniformité de vos plateformes. C'est-à-dire que vous avez des documentations qui sont très longues à écrire. On peut faire des documents de plusieurs centaines de lignes, enfin de plusieurs centaines de pages. Mais il faut savoir que si on ne les déroule pas à chaque fois, le risque, c'est qu'on oublie, par exemple, de mettre à jour certains gestes ou, par exemple, on va se retrouver avec des choses qui ne sont pas forcément uniformes. C'est-à-dire qu'on n'aura pas lancé tout le temps les mêmes opérations sur toutes les plateformes. On a aussi parlé donc, de l'évolution des plateformes. C'est-à-dire qu'on a besoin, par exemple, de mettre à jour nos middleware ou, par exemple, un serveur d'appli, ou, par exemple, on a besoin d'installer des mises à jour de sécurité sur nos plateformes. Ben, tout ça, ça doit être fait sur toutes les plateformes. Si on ne le fait pas, à chaque fois, on risque d'oublier une plateforme et donc de ne pas faire tous les gestes. Un autre aspect aussi qui est très embêtant, c'est que si jamais, par exemple, vous perdez un serveur suite à un crash ou un disque dur qui a un problème, ou par exemple une machine qui est supprimée, ben, vous devez vous refaire toute l'installation alors que vous avez déjà passé du temps sur votre plateforme. Alors, on peut répondre à certains besoins, à certains problèmes, par exemple en utilisant des sauvegardes ou des choses comme ça. Mais le problème que vous avez, c'est que ça va vous demander du temps, vous n'êtes pas sûr de refaire les choses correctement, et des fois, ça ne fonctionne pas très très bien. Enfin, il y a donc un autre aspect dont on a plus ou moins parlé, c'est les administrateurs ne vont pas forcément travailler tous de la même manière. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'installation d'une base de données, si la base de données est installée, par exemple, par une personne qui est spécialisée là-dedans, eh ben, vous allez être en mesure, enfin, il va se permettre de, il va faire certains gestes qui ne seront pas forcément écrits noir sur blanc dans la documentation. Tandis que quelqu'un d'un peu plus junior va peut-être oublier de faire certains aspects. Et donc, du coup, en fonction des personnes qui auront fait votre plateforme, vous n'aurez pas quelque chose qui sera exactement pareil, avec les mêmes, par exemple, l'aspect exploitation ne sera pas déployé de la même manière. Alors, donc l'idée pour éviter donc cette situation où finalement le résultat de l'installation de vos plateformes va dépendre donc des personnes qui vont agir dessus, c'est déjà dans un premier temps, plutôt que de fournir des documents qui expliquent quels sont les gestes à réaliser, ben on peut peut-être... Alors, il y a trop de monde. Ouais, bon, pour l'instant, il y a 101 personnes. Donc, ne plus affiché. Donc, j'en reviens à mon histoire de... Oui, alors, donc vous pouvez soit donc continuer à décrire donc, les gestes à réaliser dans un document, mais sinon, une idée un peu plus intelligente, c'est d'essayer de faire un script qui déroulera ces opérations les unes derrière les autres. Alors, le problème du scripting, c'est que déjà, il va falloir gérer son cycle de vie et il va falloir gérer sa dépose, son lancement. Donc, ça monopolise quand même quelqu'un qui soit en mesure de se connecter au serveur et de faire les opérations. Et l'autre problème que vous pouvez rencontrer, c'est tout ce qui est problème de réentrance. Problème de réentrance, ça peut être par exemple le cas où votre plateforme est déjà installée,
vous souhaitez la mettre à jour. Et donc, dans ce cas-là, vous êtes bloqué par, vous pouvez vous retrouver bloqué dans le sens où si votre script n'a pas prévu de gérer le cas où un utilisateur est déjà présent, par exemple, et que vous relancez complètement l'installation, là, vous allez vous retrouver bloqué. Donc, vous allez devoir créer du code pour pouvoir gérer cette réentrance. Donc, c'est là où les outils DevOps, comme Ansible, par exemple, peuvent vous aider, puisque plutôt que de décrire, en gros, un ensemble de gestes à réaliser, vous allez plutôt vous partir sur une description de ce que vous voulez faire sur votre plateforme. Donc, le gros avantage, c'est que comme ça vous permet de prendre un peu de recul et de pouvoir ainsi avoir à décrire des choses un peu plus haut niveau, comme de dire, par exemple, j'ai besoin d'un groupe au niveau UX, ou j'ai besoin d'un utilisateur. Et après, charge à Ansible de prendre cette description qui est présente sous format YAML et de vous la traduire en gestes, en action, concrètement, au niveau de votre plateforme. Alors, dans le livre j'ai écrit sur Ansible, j'ai pris un exemple de déploiement qui est assez, pour moi, assez traditionnel en termes de fonctionnement, qui se base sur MediaWiki. Donc MediaWiki, qui est un outil, utilisé par la fondation de Wikipédia, qui comprend une partie présentation avec un serveur Apache et PHP, et une partie base de données donc, qui est basée sur MySQL, MariaDB. Donc le livre, lui, ce qu'il propose, c'est de prendre en charge, on va dire, toutes les phases d'installation et qui comprennent aussi bien la partie middleware, enfin le serveur d'appli et compagnie, donc qui va consister à installer un serveur Apache, la partie PHP, la partie MySQL, MariaDB. Puis ensuite, dans un deuxième temps, une fois que cette phase-là est faite, on peut partir donc sur la configuration du middleware, donc qui va être la configuration de la base de données, qui va consister en gros à créer un schéma, initialiser un mot de passe et s'assurer qu'on ait les droits d'accès sur cette base de données, pour ensuite se tourner vers l'installation de MediaWiki à proprement parler. Donc l'installation de MediaWiki qui consiste en gros à décompresser une archive et ensuite gérer le contenu du schéma. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, voilà, c'est dans les grandes lignes, c'est ces opérations qui sont réalisées. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais vous proposer de faire un petit topo autour de ça. On va reprendre donc une installation qui est déjà existante. Alors, pour ça, donc, on a besoin de lancer Ansible. On va lui spécifier, donc, comme j'explique dans le livre, l'inventaire dont on va avoir besoin. Alors, tiens, on va revoir un petit peu cet inventaire. Donc, cet inventaire est là pour décrire votre plateforme. Donc, ici, on retrouve, par exemple, le serveur Apache qui va nous servir à l'installation de la partie PHP et Apache, et notre serveur MySQL qu'on va utiliser. Donc, on va reprendre ce fichier d'inventaire et on va s'appuyer sur les chapitres, les playbooks des chapitres. Alors, ces fichiers sont disponibles sur le repository GitHub des éditions ENI. Chaque chapitre dispose de ces playbooks. Donc là, par exemple, on va reprendre la partie qui concerne l'installation de MediaWiki dans son ensemble. Donc, il y a la première phase qui va consister à faire l'installation d'Apache sur le serveur. On peut enchaîner ensuite sur l'installation de MariaDB, donc pour avoir quelque chose qui soit prêt au niveau Apache et MySQL. Donc, on va déjà dérouler ça.
Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà fait les installations. Donc là, on est typiquement dans une installation qui est dite réentrante. C'est-à-dire qu'on a déjà tout est prêt. On se propose juste de vérifier, donc, au travers de ces gestes, que tout est installé. Donc là, on voit par exemple, sur la partie Apache, on va venir vérifier qu'on a bien installé Apache, qu'on a bien activé donc, des repositories EPEL donc, qui vont contenir des éléments supplémentaires. On va ensuite venir activer le repository qui est REMI, qui va qui va mettre à disposition des versions plus récentes de PHP. Donc tous ces éléments sont décrits dans le livre. Et par-dessus ça, donc on va venir installer la version PHP 7. Donc qui met un peu de temps, parce que là je pense que c'est une installation qui consiste à vérifier que l'installation est bien OK. On va attendre patiemment que ça se passe. Voilà, ça s'est passé. Derrière, on s'assure donc que notre serveur Apache est bien démarré. Voilà. Ensuite, on va venir installer donc la partie MariaDB. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une plateforme. Donc, moi, je parle souvent du socle, où le socle est complètement prêt. Et par-dessus ça, on peut venir donc installer la partie MariaDB. Excusez-moi, je vous dis des bêtises. On va pouvoir venir comme ça installer la partie MediaWiki. Donc là, c'est vraiment, on va venir configurer notre plateforme MariaDB et notre serveur Apache et s'assurer que l'installation est bien réalisée. Donc, bon, ça se fait donc, en lançant ce playbook. Alors, excusez-moi, j'ai relancé les playbooks, le playbook Apache, c'est pas la peine de le refaire, donc il a déjà été fait. Donc, on va juste lancer la partie MediaWiki. Donc là, on a une phase où on va venir configurer notre serveur de base de données pour s'assurer donc la base de données est bien présente et que les droits ont bien été positionnés dessus. Ensuite, on va venir créer un répertoire pour l'installation de MediaWiki dans lequel on va venir décompresser l'archive contenant donc les fichiers PHP de MediaWiki. Voilà. Cette phase est finie. De là, on voit que notre serveur MediaWiki, à partir de là, a priori, est disponible. Donc, on va aller s'en assurer. On va aller faire donc un petit tour sur donc la. Alors, excusez-moi, il faut juste que je récupère l'adresse du serveur en question. C'est plus. Donc là, on va sur le serveur, on se rend compte donc qu'on a bien un serveur Apache qui fonctionne. Et si on se rend dans l'adresse du MediaWiki, on a bien un serveur wiki qui nous répond et qui vient d'être installé. Donc, on va repartir donc, sur notre présentation. Donc là, on a fait donc, toute la phase d'installation de MediaWiki. Mais finalement, on va se poser la question maintenant, ce ne serait pas le moment de se poser et de faire la surveillance et de profiter du fait qu'on ait automatisé ça à l'aide d'Ansible pour que finalement la surveillance reste, ce soit un élément comme le reste, c'est-à-dire qu'on soit sur vraiment de la configuration as code, c'est-à-dire que tout soit géré par du code. Donc pour ça, pour le déploiement, c'est assez simple finalement. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de mettre en place un agent de surveillance sur nos serveurs et ensuite d'activer tout ceci auprès de l'outil de monitoring. Alors, au niveau de l'outil monitoring, on va s'appuyer sur un outil qui est assez novateur et assez à la mode en ce moment, donc qui est Prometheus, donc qui vous permet de faire des choses, de l'acquisition de données, de la surveillance de manière assez moderne et assez rapide. Donc on va essayer de lancer l'installation de Prometheus à proprement parler. Donc son installation, donc je l'ai déjà préparée.
je vais vous décrire au fur et à mesure de son installation, le principe de fonctionnement du rôle en question. Donc, ben, là encore, hein, là, cette fois-ci, on va s'appuyer sur le serveur Prometheus pour l'installation à proprement parler du serveur. Donc, ça se déroule, voilà, c'est un playbook comme le reste. Hein. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que finalement, nos procédures deviennent toutes identiques. Donc là, on va avoir la partie installation qui va consister d'ailleurs, dans un premier temps, à gérer l'installation, enfin la création d'un utilisateur qui va nous permettre de lancer donc, le serveur Prometheus en lui-même. Donc on va créer un groupe, on va ensuite créer un utilisateur. Alors on voit bien sûr qu'ici c'est une première installation. Hein. Donc quand on voit ici le mot-clé change, ça veut dire qu'en gros on est sur une installation from scratch. Donc ici on voit qu'il va décompresser la partie binaire. Il va ensuite se charger de déposer des scripts, enfin des éléments pour pouvoir gérer le service Prometheus. On va ensuite déposer une configuration Prometheus et on va venir redémarrer, démarrer le serveur Prometheus et s'assurer qu'il soit démarré au lancement des machines. Donc maintenant qu'on a démarré tout ça, on peut aller s'assurer que le serveur est bien démarré, que sa console est bien démarrée. On va se rendre pour ça sur l'adresse qui suit. Donc là, on a bien ici un serveur de Prometheus. On peut s'assurer rapidement ici, est-ce qu'on a quelque chose qui est présent. Donc par défaut, ici, on voit qu'on a une instance de surveillance, donc un agent de surveillance présent, qui correspond au moteur Prometheus en lui-même. Donc là, ça c'est vraiment la première phase où on a installé le moteur. Donc une fois qu'on a fait cette phase d'installation du moteur, on va pouvoir maintenant mettre en œuvre donc l'installation de tous nos serveurs. Donc ici, on aura 4 serveurs qui vont être installés, puisque dans notre inventaire ici, on a défini 4 serveurs, enfin 4. Donc il y a le serveur Apache 1, MySQL, Prometheus et Grafana. Donc on va lancer ça pour voir comment ça se passe. Donc toujours pareil, un peu comme pour le serveur Prometheus en lui-même, on va avoir une première phase où on va venir décompresser donc, les binaires de l'exporteur. Donc ça c'est l'agent à proprement parler Prometheus. On va venir ensuite sur chaque serveur déposer un service qui va nous permettre de gérer le cycle de vie de ce serveur, de cet agent. On va venir ensuite dire donc, à l'agent, à systemd, donc qui est le gestionnaire de service du système, de venir charger cet élément. Et ensuite, on va venir démarrer ces serveurs, cet agent. Et une fois qu'il est démarré, eh bien, on peut très simplement venir donc, activer cet agent auprès de notre serveur. Donc, on voit qu'ici, on était sur les différents serveurs pour dire, voilà, j'ai besoin d'activer mon serveur sur le serveur Apache, sur le serveur Grafana, sur MySQL ou sur Prometheus. Et une fois qu'on a fait cette opération-là, eh bien, je vais pouvoir venir dire, maintenant, il faudrait que tu actives ce serveur-là sur le serveur Prometheus à proprement parler. Et ça, on peut le voir si cette opération s'est réalisée en mettant à jour tout simplement ici donc la requête. Et on voit que maintenant, on voit de nouveaux éléments qui sont apparus dans la liste de nos indicateurs. Voilà. On peut aller voir éventuellement un graphe là-dessus pour voir à quel moment ça a été mis en œuvre. Voilà, on peut le voir aussi au niveau de la console de Prometheus sur tout ce qui est target. Donc, il va nous résumer en gros les différents types d'agents qui ont été déployés. Donc là, ici, on retrouve la partie agent à proprement parler de surveillance et la partie donc
Prometheus, donc qui correspond au moteur en ligne. Voilà pour cette installation. Je pense qu'on va revenir donc à là où nous en étions. Donc on l'a vu, donc la configuration de Prometheus, donc il va y avoir une partie, alors il peut y avoir plusieurs types d'agents, par exemple la partie système, donc on a vu, et la partie MariaDB. Donc là ici on a fait vraiment une gestion système, donc qui va nous permettre d'avoir des informations sur la consommation CPU, la consommation disque, etc., etc. Et on peut aussi mettre en place, par exemple, des surveillances un peu plus spécifiques sur, par exemple, l'utilisation de MariaDB ou des choses comme ça. Ce que je vous propose, c'est que là, on en est, je pense, enfin, on a fini pour moi la présentation en elle-même que j'avais prévue. Voilà, je pense que je vais passer la main pour la partie présentation du livre. C'est bon? Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour la suite. Tout le monde. Donc, bon, alors sinon, a priori, je vais continuer cette partie-là. Donc, comme j'expliquais, donc ce bouquin, je l'ai écrit donc en prenant en compte tous ces retours d'expérience que j'ai eu donc sur la gestion des deux aspects. Donc, le sous-titre du livre est assez important. Hein, donc, c'est gérer la configuration de vos serveurs et le déploiement de vos applications. Et dans le sens où ça ne doit pas être quelque chose qui doit être séparé. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans le cycle de vie, donc dans l'installation d'une application, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une partie des gestes qui sont réalisés par une certaine population et une autre partie, donc la partie application, par par d'autres équipes. Donc l'idée de l'utilisation d'Ansible, c'est vraiment de pouvoir, et c'est un outil pour ça qui est très important de mon point de vue, puisqu'il va vous permettre vraiment de gérer complètement le cycle de vie tout le cycle de vie de votre application. Donc de la gestion de vos serveurs jusqu'au déploiement de l'application. Pour ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important, enfin très intéressant pour ceux de vous qui auraient besoin de gérer vos plateformes, enfin vos applications. Un autre aspect intéressant aussi, c'est que c'est un outil qui va avoir j'en ai pas trop parlé, mais par rapport à d'autres outils du marché, comme par exemple Puppet ou Chef, qu'on peut retrouver sur le marché, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer d'infrastructures. C'est-à-dire que là, on l'a vu, donc l'installation se fait depuis un poste lambda et vous n'avez pas besoin d'installer d'agents pour pouvoir gérer donc, le cycle de vie de vos applications sur votre serveur. Donc, et un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est que finalement, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de tout gérer d'un seul coup. Vous pouvez aussi vous dire, par exemple, j'ai besoin juste de gérer dans un premier temps l'installation de mon socle, ou inversement, je n'ai besoin que de gérer l'installation de mon application. Ansible vous permettra comme ça de pouvoir très facilement démarrer par un petit sous-ensemble de vos opérations pour ensuite grossir et venir donc par itération gérer l'ensemble des gestes sur votre parc. Et donc à la fin,
vous retrouvez avec quelque chose qui soit très intégré et qui réponde complètement à tous vos gestes d'installation. Voilà. Alors, je vais peut-être prendre quelques questions, parce que du coup, je pense qu'on est là pour moi, c'est OK en termes de présentation. Enfin, j'ai fini ma présentation. Alors, je vois par exemple des questions autour de la différence avec Docker. Alors, Docker va répondre à des problématiques différentes, dans le sens où il va plus, alors comment vous dire ça, gérer la description de votre application. Enfin, c'est des outils qui sont très complémentaires, hein, pour moi. Il n'y a pas forcément besoin de dire je fais soit l'un ou soit l'autre. C'est la différence, c'est qu'il peut y avoir un peu subtil entre les deux, c'est que Ansible va vous permettre de pouvoir faire des installations plus complexes de mon point de vue. Alors après, ça dépend de votre application, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Je n'ai pas prétention de donner une réponse dans l'absolu. Mais Docker va plus être là pour décrire une application, donc un ensemble de microservices donc, qui va constituer votre application. Ansible, lui, il va plus. Enfin, si vous devez gérer une application avec Ansible, vous pouvez aussi gérer des applications par microservices. Mais disons que, comment dire ça, ça va plus être adapté, on va dire, à des microservices sur des machines virtuelles classiques. Alors, Ansible peut-il être utilisé dans le monde Windows? Oui, c'est même pendant que j'ai écrit ce livre, parce que je ne suis pas quelqu'un qui utilise du tout Windows, je suis plutôt un Unixien, et c'est quelque chose que j'ai trouvé de très intéressant. Il y a par exemple, j'ai vu le gestionnaire de package chocolaté est super intéressant. Enfin, si vous avez toujours besoin de si vous avez besoin de gérer du Windows, utilisez ça. Les modules sont vraiment super bien, c'est super efficace. Peut-on voir un exemple de script pour une installation de package Linux, Apache et Windows? Alors, moi, je peux vous montrer une installation du serveur Apache, oui, ça n'a pas de souci. On va faire ça tout de suite. Donc, ici, c'est des exemples qui se trouvent dans le chapitre, dans les fichiers du livre. Donc là, ici, on a par exemple un exemple d'installation d'Apache. Voilà, l'installation d'Apache à proprement parler, le package Apache, c'est ces lignes-là. C'est-à-dire de dire, je décris que je veux installer le package HTTPD à l'aide du module Yum. Alors, il y a d'autres aspects qui peuvent être intéressants aussi à voir, c'est par exemple dire j'ai besoin d'activer le service. Ça, c'est un autre. Parce que typiquement, quelqu'un qui veut installer Apache, il a aussi envie de le démarrer. Donc, avec ces deux instructions, finalement, on peut, en deux instructions, on peut se retrouver à être en mesure d'installer Apache et activer le service. Donc là, ici, je parlais de l'aspect démarrer le serveur. Il y a aussi l'aspect activation du serveur. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, puisque comme ça, vous êtes sûr que, parce qu'un grand classique, c'est de dire je démarre mon service Apache et donc du coup, je redémarre mon serveur et donc du coup, je redémarre le serveur et le serveur Apache, il est down. Donc avec ce genre de choses, ça permet comme ça de dire, voilà, je ne me retrouve jamais dans cette situation-là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Peut-on voir, bonjour, quel est le prérequis pour utiliser Ansible? Il n'y en a pas forcément. Il vous faut une machine Linux. Alors, vous pouvez l'installer sous Windows en utilisant la sous-couche Windows pour Linux, qui est qui est développée par Windows. Ça fonctionne. Voilà. Après, je ne suis pas un grand fan de ça, mais voilà, ça fonctionne. Où trouver de la documentation sur l'utilisation de Ansible avec DB2? Alors là, ça c'est une bonne question. Il n'y a pas, malheureusement là-dessus, sur les produits type DB2 ou Oracle,
il va falloir faire votre propre intégration. C'est des produits open source, et c'est des produits open source qui travaillent majoritairement sur des outils open source. Donc ce sera plutôt du MariaDB, du Postgres, du MongoDB, enfin des choses qui sont open source. Le monde fermé, vous pouvez le faire, hein, je le fais tous les jours. C'est juste que ça vous demandera plus de travail puisqu'il faudra que vous fassiez le travail d'intégration avec Ansible. Alors, comment positionner Jenkins avec Ansible? Jenkins va plus vous permettre de faire du déroulement, enfin, ça va vous permettre de gérer un pipeline, par exemple, de déploiement. Par exemple, vous avez besoin de gérer une plateforme, et ben, avec Jenkins, vous allez pouvoir dire tous les gestes que finalement moi j'ai fait à la main pour l'installation de MediaWiki, avec Jenkins, ce que ça vous permet de faire, c'est de mettre ça dans un pipeline, sous forme de pipeline en Groovy, hein, dans Jenkins, et lui dire, déroule d'abord cette opération-là. Éventuellement, vous pouvez paralléliser certains aspects, comme par exemple l'installation de Apache et MariaDB, ça peut se faire en parallèle. Et ensuite, une fois que vous avez fait cet aspect-là, vous pouvez dire, lance la configuration de MediaWiki. Bon, bien sûr, vous remplacez le mot MediaWiki par l'application qui vous intéresse. Alors, peut-on variabiliser des trucs? On peut variabiliser plein de choses. Pour ça, il y a par exemple des notions de variables par défaut, donc, qui peuvent être définies au niveau des rôles. Donc là, ici, par exemple, on a des variables par défaut qui sont définies pour dire, sur mon rôle Apache, est-ce que je veux installer par défaut la partie PHP? Ou est-ce que je veux passer, par exemple, sur le repo REMI pour la partie installation de PHP? Tous ces aspects-là sont développés dans le livre. J'essaye justement d'expliquer un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça. Et donc, une fois que vous avez défini ces valeurs par défaut, vous pouvez venir les surcharger au niveau de votre inventaire. Donc là, on le voit par exemple sur l'inventaire que j'ai fait pour la présentation d'aujourd'hui, où je viens de dire que par exemple, je vais installer PHP sur ma machine Apache. C'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre? Alors, les avantages de Ansible. Sans agent, comment Ansible dialogue avec les serveurs? Comment la sécurité est gérée? Alors, les désavantages d'Ansible, je dirais par rapport à un Puppet, c'est la vitesse d'exécution de l'application du catalogue. Bon, c'est le seul défaut, hein. Honnêtement, après, si vous avez des choses qui sont trop longues, c'est peut-être que justement, ce genre d'outil Ansible, l'avantage, c'est que ça peut être l'occasion aussi de se poser la question, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de faire sur mes machines et d'essayer d'aller à l'essentiel. Bon, voilà, après, les désavantages, il y en a forcément d'autres. Là, je pense pas forcément, à part la vitesse par rapport à des choses comme Puppet ou Chef. Mais encore une fois, bon, c'est pas non plus quelque chose. Oui, mais ça peut être contraint. Par exemple, si vous vous retrouvez avec des centaines de machines, effectivement, ça peut devenir long à exécuter. Et peut-être faut faire attention en termes de scalabilité. Mais bon, si vous êtes sur des choses, des petites infras, par exemple, même des petites infras, ça peut être de l'ordre de la centaine de machines, ce qui commence à être quand même quelque chose. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. Alors, question, comment fonctionne Ansible sans agent? Donc, le principe, alors, donc ça aussi, c'est abordé dans le livre. Je passe du temps sur tout s'appuie en gros sur l'utilisation, alors sur tout ce qui est Linux, on s'appuie sur la présence d'un interpréteur Python. C'est-à-dire, il vous faut un interpréteur Python, soit version 2, soit version 3. Et à partir de cet interpréteur Python, Ansible va construire un programme qui est autoporteur et qui va être déposé sur les machines. Alors, soit en SSH, soit en autre chose. Par exemple, si c'est du Docker, il va utiliser la commande Docker ou des choses comme ça. Donc, il peut nativement dialoguer avec des containers, par exemple. Et donc, l'idée, ça va être de déposer un programme autoporteur sur les serveurs et lancer l'opération automatiquement. Donc, c'est pour ça, ça ne laisse pas de traces ou des choses comme ça.
Alors, question sur les logs de gestion et debug, donc de mise à jour et de désinstallation. Bon, c'est pareil, donc ça s'appuie sur, enfin, il y a des choses qui s'appuient sur la notion de callback, pareil, qui est abordée dans le livre, hein, donc qui vous permet, par exemple, de centraliser. Alors, après, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez faire. Moi, dans les exemples que j'ai donnés, j'ai dû parler de syslog et de comment ça s'appelle de Elasticsearch. Ça peut être très intéressant, par exemple, ça vous permet de pouvoir centraliser toutes les actions qui sont réalisées et l'état, quelles ont été les choses qui ont été réalisées. Et ensuite, vous pouvez très bien faire des restitutions, par exemple, dans Kibana ou dans ce que vous voulez, pour savoir finalement quels ont été le nombre de mises à jour qui ont été réalisées sur votre plateforme et un peu retrouver ce qu'on pouvait avoir dans un Puppet dashboard ou des choses comme ça. Plan de la consommation de la bande passante lors du déploiement. Bon, honnêtement, c'est petit, hein, c'est pas non plus. Ça consomme un peu de ressources, mais c'est pas énorme. J'ai suivi une formation D0407 Automation with Ansible donnée par Red Hat. Est-ce que le livre peut m'apporter plus? Bien sûr qu'il peut vous apporter plus sur tous les sujets que j'ai abordés. Différence entre Ansible et les outils comme SCCM utilisés avec Windows 10 pour le déploiement dans les OS système. J'ai pas de réponse, je connais pas bien SCCM. Je dirais juste qu'il y en a un qui est multiplateforme et pas l'autre. Voilà. La communauté de Ansible est-elle importante? Oui, très importante. C'est le produit phare sur tout ce qui est gestion DevOps, qui est vraiment qui a le vent le plus en poupe en ce moment. Alors, est-ce qu'on peut mettre en place un mode pool? Oui, c'est faisable. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne sais pas. Parce que ça veut dire il faut finalement que vous ayez faut que vous installiez un serveur Ansible, enfin un module Ansible sur vos serveurs. Vous perdez de l'intérêt de l'outil, de mon point de vue. Mais oui, c'est faisable. Après, voilà, est-ce que c'est souhaitable? À chacun de voir si ça l'est ou pas. PowerShell DSC pour équivalent Windows. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je suis désolé. Qui est le créateur propriétaire de Ansible? Alors, Ansible est un produit open source. Donc, au départ, il a été développé, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais c'est quelque chose qui est open source, qui est développé par, il y a plusieurs dizaines de contributeurs principaux. Et surtout, c'est un produit qui a été racheté, enfin la société à la base d'Ansible a été rachetée par Red Hat. Ce qui donne quand même un certain gage de sérieux et de pérennité, on va dire, sur le produit. Il y a juste la partie Tower. Alors c'est vrai que je n'aborde pas du tout hein, dans le livre, parce que je ne suis pas consommateur de Ansible Tower, qui lui est supporté, donc qui fait l'objet d'un jeu de licence auprès de Red Hat. Peut-on voir l'aspect orchestration, gestion serveur? Alors, oui, on peut voir, c'est un peu compliqué, mais il y a quelques exemples dans le livre qui abordent notamment la création de serveurs. On peut prendre un peu de temps là-dessus, éventuellement, je ne sais plus dans lequel c'était. Ouais, sur les ESX, par exemple, ou sur AWS, on a un exemple, par exemple, ici, de création d'instances EC2. Donc là, par exemple, on a, alors il faut que ça parle, bien sûr, hein, aux gens hein, qui font de l'AWS, mais ici, on a tout le déroulement d'un playbook qui va s'occuper donc de provisionner des instances EC2. On va avoir déjà des notions de groupe de machines qui vont être définies, qui vont permettre de définir des droits, enfin des règles d'accès en TCP sur le port SSH. Donc là, ça c'est vraiment
des choses bas niveau, en gros, pour tout ce qui va être gestion de routage, de flux, des choses comme ça. La dépose d'une clé. Donc ça, cette dépose de clé, ça va vraiment être la façon de pouvoir ensuite administrer nos serveurs. Donc là, ici, on voit par exemple qu'on va s'appuyer sur un fichier SSH, donc la clé publique qu'on va venir déposer automatiquement dans la clé MyKey. Et ensuite, donc, la création ici d'une instance EC2 avec les différents éléments. Donc là, on va préciser, par exemple, le type d'instance qu'on veut créer, l'image sur laquelle on va s'appuyer, la région sur laquelle on va aller déposer tout ça, enfin, plus de 3 éléments. Et donc, ça nous permet comme ça de créer automatiquement donc une instance EC2 qu'on va ensuite pouvoir administrer par la suite. Alors, il y a le même exercice qui a été fait sur ESX, donc pour les gens qui font des choses un peu plus classiques à base de VMware, où c'est sensiblement la même chose. En gros, on va venir ici indiquer quels sont le serveur sur lequel on va venir travailler, son utilisateur, son mot de passe, et ensuite venir faire des opérations pour venir. Alors là, ici, ça c'est basé sur comment s'appelle la notion de patron, enfin la notion de template template de VM. Donc là encore, il y a des exemples qui sont donnés. Mais encore une fois, la documentation Ansible est très riche là-dessus. Il y a beaucoup d'exemples qui sont très bien. Voilà, alors question, est-ce que oui, Ansible est gratuit et Ansible Tower est soumis à licence. Voilà. Alors, quel est le meilleur éditeur YAML? Je vais dire du bien d'un produit Microsoft, ça ne m'arrive pas souvent, donc c'est à souligner. Visual Editor, enfin comment ça s'appelle? Non, je ne sais plus comment ça s'appelle l'outil de. C'est Visual Studio. Voilà, c'est Visual Studio. Excusez-moi, je n'y étais plus. Voilà, c'est ça, Visual Studio, qui est très intéressant pour ça, et qui permet d'avoir une indentation et une colorisation syntaxique qui prend en charge donc le YAML, mais également tout ce qui est l'aspect J2, Jinja de Ansible. Alors, qu'est-ce que c'est? SCM, ADK et autres sont outils qui permettent de créer un environnement de déploiement des... Un choix entre SCCM, ADK et autres, et Ansible. Je n'ai pas vraiment de réponse toute faite. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez faire. Ansible va être très adapté pour tout ce qui va être gestion d'un parc de serveurs. Parce qu'il va vous permettre de très facilement dire, voilà, vous avez 100, 200 serveurs. On peut très facilement gérer le cycle de vie de ces serveurs-là. Il ne va pas forcément être tout à fait adapté dans certains contextes. Enfin, il va l'être un peu moins pour la création, par exemple, de VM. Même si on l'a vu, on peut le faire. Il y a d'autres produits que je connais, enfin, qui me paraissent plus adaptés, comme par exemple du Terraform ou des choses comme ça. Bon, après, c'est une question de goût. J'ai pas, voilà. Bon, je suis conscient que ça répond pas par rapport à SCCM ou ADK, mais moi, j'ai plutôt tendance à dire Terraform pour la gestion, on va dire, du provisioning des VM, et ensuite Ansible pour la gestion, on va dire, au jour le jour, pour tout ce qui va être gestes d'exploitation, donc mise à jour de package, application de patch de sécurité en urgence, et gestion du cycle de vie de l'application sur ces serveurs-là. Ça peut être aussi très adapté, par exemple, si vous êtes sur un environnement basé sur du microservice, ça peut être très adapté pour, par exemple, le déploiement de vos serveurs Docker ou, par exemple, de l'installation de Kubernetes ou de choses de ce genre. Pour info, donc Kubernetes, l'installation
du serveur en lui-même est fait. Enfin, il y a un truc qui s'appelle KubeSpray et tout est basé sur l'utilisation de Playbook. Et donc, ça peut être très intéressant. Est-ce qu'on peut déployer un projet de symphonie avec Ansible? Oui, je vois pas, il n'y a pas de limitation, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Où est stocké le mot de passe de Vault? Alors, ça dépend. Soit il est stocké donc dans un fichier, soit vous le saisissez, vous pouvez le saisir au lancement de votre serveur. Les droits sur le fichier contenant les mots de passe de Vault, ben, vaut mieux les avoir, faudra mieux avoir quelque chose de restreint. Alors, Ansible est-il adaptable aux machines clientes? Oui, c'est adaptable. Encore une fois, il faut faire attention. Ça peut demander. Enfin, je vais être honnête, je ne suis pas. Ça doit pouvoir être adaptable. Je pense que ça ne pose pas de problème. Est-ce que c'est l'outil le mieux adapté? Je ne sais pas. Alors, déploiement uniquement d'applications et mise à jour? Non, c'est pas forcément. Alors, c'est quoi le sens de la question? Pour le déploiement uniquement d'applications et de mise à jour, et ben à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. Après, je suis pas expert sur la partie, sur l'aspect Windows. Moi, je pense que ça peut se faire, ça peut être adapté. Voilà. Est-ce que c'est vraiment l'outil le mieux adapté? C'est à étudier. Honnêtement, il faut peser le pour et le contre. Le gros avantage, c'est que c'est quand même un outil, encore une fois, ça vous permet de gérer par exemple des packages de type, du même type que chocolaté. Alors, je recommande encore une fois, donc c'est pour le module s'appelle WinChocolaté. C'est super intéressant. Ça vous permet de packager des tas de choses pour Windows. Vraiment, jetez un coup d'œil dessus. Si vous utilisez du Windows, faites-y attention, c'est vraiment super intéressant. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les questions qui m'ont été posées. Attendez, je vais regarder. Oui, je crois que vous avez répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres qu'on peut faire, vous pouvez nous les envoyer ou les publier sur YouTube. Le webinaire sera diffusé sur YouTube dès la semaine prochaine ou plus tard la suivante. Donc, on transmettra bien sûr les questions à Yannick Perret. Merci déjà Yannick Perret pour ce webinaire et merci à tous d'avoir été attentifs. Le livre, si vous intéresse, il est disponible sur le site des éditions ENI. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Clore le webinaire? Non. J'ai une dernière question. Oui, Une nuit conseillée pour Ansible. Alors, je suis un utilisateur de Jenkins que j'utilise énormément. Donc, voilà, j'en ai une à conseiller, celle-là. Sinon, il y a celle d'Ansible qui est Ansible Tower, qui est plutôt bien adaptée, enfin, que je trouve plutôt bien faite, avec le fait qu'il faut payer une licence auprès pour le support auprès de Red Hat. Installation sur plusieurs serveurs à la fois. C'est natif, c'est juste des histoires d'inventaire, donc c'est pris en compte nativement. Donc c'est quelque chose qui est très très naturel. Je ne vais pas le faire maintenant, mais effectivement, on peut par exemple dire j'ai 15 serveurs Apache, j'ai besoin d'installer le truc sur 15 serveurs Apache, c'est fait très facilement. Le livre en parle pas mal, hein, il parle notamment de notions de déploiement de type rollback, enfin de type par roulement. C'est-à-dire qu'on essaye de déployer donc une partie des serveurs pour s'assurer que ça marche bien, par exemple, sur un serveur. Et ensuite, on fait par paquet un ensemble de serveurs pour éviter, par exemple, de tout péter, enfin de péter l'ensemble des serveurs d'un seul coup si jamais on veut s'assurer que la procédure fonctionne bien et non pas tout casser d'un seul coup en faisant un truc de type Big Bang. Donc, pour ça, c'est vraiment très bien fait. Je recommande chaudement. Voilà. Est-ce que c'est bon, on s'arrête là? Oui, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme je disais, s'il y a d'autres questions, on vous les transmettra et on publiera les réponses sous la vidéo YouTube. Le replay du webinaire sera également envoyé à tous les inscrits par mail.
Et n'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir été attentifs et à bientôt. À bientôt.